le jour de mon anniversaire, mon grand-père milliardaire a souri et a demandé « L'appartement est-il confortable ?» J'ai répondu, sous le choc, « Quel appartement ?» Mes parents se sont figés. Il s'est tourné lentement vers eux et a dit « Alors, où est passé l'argent ?» Je m'appelle Mila. J'ai 26 ans. C'était mon anniversaire. J'avais 26 ans. Une année de plus à me sentir comme une étrangère au sein de ma propre famille. J'étais assise là, à la longue table en acajou poli, celle qui ne sortait généralement que pour les grands événements ou lorsque grand-père Richard venait nous rendre visite. Les verres en cristal brillaient, captant la douce lumière du lustre. Du vin cher, d'un rouge rubis profond, tournoyait dans chaque verre. Une table pleine de monde. Ils étaient tous là. Mes parents, leurs amis, quelques parents éloignés, tous faisant semblant que nous étions une famille heureuse et aimante. Mais je connaissais la vérité. Nous étions une représentation, un spectacle soigneusement mis en scène pour un seul homme. Mon grand-père, Richard Grant, milliardaire, craint et admiré. Il était assis en bout de table, sa posture toujours parfaite, ses yeux ne ratant rien. Il avait bâti un empire à partir de rien. Il attendait la même détermination de la part de tout le monde autour de lui. Et si vous ne l'aviez pas, vous étiez invisible pour lui, ou pire, une déception. Je le regardais, faisant semblant d'écouter l'histoire décousue de ma mère sur un gala de charité. Mes propres pensées étaient bien loin, dérivant à travers la douleur familière de se sentir ignoré. Un sentiment d'être comme un fantôme dans une pièce pleine de gens vibrants et égoïstes. J'avais appris il y a bien longtemps à ne pas trop attendre de ces réunions. Simplement survivre. Sourire quand on l'attendait de moi. Dire ce qu'il fallait. Disparaître à l'arrière-plan. Puis c'est arrivé. C'était soudain, inattendu. Cela a tranché la fausse bonne humeur comme un couteau. Grand-père Richard, l'homme qui montrait rarement ses émotions, l'homme qui me regardait rarement directement, sauf pour poser une question de pure forme sur mes études ou mes projets, a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était un sourire calculateur, presque prédateur. Il n'atteignait pas ses yeux. Son regard, acéré et perçant, s'est verrouillé sur le mien à travers l'étendue de la table. Il a parlé. Sa voix était calme, presque trop calme. Elle portait juste assez pour être entendue par-dessus le bavardage poli. Alors, Mila, a-t-il dit, les yeux toujours fixés sur moi. Est-ce que l'appartement est confortable? J'ai cligné des yeux. Une fois, 2 fois. Ces mots n'avaient aucun sens. Mon esprit s'est emballé. Quel appartement? Était-ce une sorte de piège? Un test? Je n'avais pas reçu d'appartement. Personne ne m'avait donné d'appartement. Je vivais dans mon petit logement en location à Brooklyn, comme je l'avais toujours fait. Ce n'était pas luxueux, mais c'était le mien. C'était assez confortable, mais ce n'était pas l'appartement. Pas celui dont il parlait. Pas le genre de cadeau qu'offre un grand-père milliardaire. Avant que je ne vous raconte comment tout a basculé. Aimez et abonnez-vous. Laissez un commentaire. D'où regardez-vous? J'ai regardé autour de la table. Un frisson soudain de malaise a commencé à se propager en moi. Tout le monde avait cessé de parler. Les rires s'étaient éteints instantanément, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Les sourires polis s'étaient figés. Mon père, habituellement si bruyant et confiant lorsque grand-père était là, s'est figé en pleine bouchée. Sa fourchette, chargée d'un morceau de rôti coûteux, est restée suspendue à mi-chemin de sa bouche. Ses yeux écarquillés par une panique soudaine ont fait la navette de grand-père à moi, puis de nouveau vers grand-père. Il ressemblait à un cerf pris dans les phares. Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs. Elle est passée de son apparence habituelle, vibrante et maquillée, à une pâleur fantomatique en l'espace de quelques secondes. Sa main, qui reposait négligemment sur le bras de mon père, s'est crispée à s'en blanchir les articulations. Un cri silencieux semblait piégé derrière son expression figée. Je ne comprenais toujours pas. J'ai senti un œuf froid se former dans mon estomac. Quelque chose n'allait pas du tout. Ma voix, quand je l'ai enfin retrouvée, est sortie plus faible que je ne le voulais. Un murmure dans le silence soudain et étouffant. Quel appartement, ai-je demandé à nouveau, ma confusion étant sincère, mes yeux toujours fixés sur grand-père, essayant de décoder ses pensées.
Grand-père s'est adossé à sa chaise. Il n'a pas rompu le contact visuel avec moi. Son sourire, ce sourire mince et calculateur, n'a pas faibli, mais ses yeux. Oh, ses yeux. Ils n'étaient plus seulement perçants. Ils étaient devenus acérés comme des rasoirs. Ils étaient comme un prédateur évaluant sa proie. Froid, dur, absolument sans merci. Il a fait une pause pendant un long et insoutenable moment. Le silence dans la pièce était si épais qu'on pouvait presque entendre les cœurs de tout le monde battre la chamade. Tout le monde retenait son souffle. Je pouvais sentir la tension émaner de mes parents. C'était palpable, une vague de peur qui submergeait la table. Puis il a repris la parole. Sa voix était toujours douce, dangereusement douce. Chaque mot était clair, précis et lourd d'une accusation tacite. Alors, où, a-t-il demandé, son regard toujours posé sur moi, mais ses paroles s'adressant manifestement à quelqu'un d'autre, et passer l'argent? C'était tout. Cette seule question, ces quelques mots. Il ne s'agissait pas seulement d'un appartement. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus grand, de quelque chose de brisé, de quelque chose de volé. C'est à ce moment-là que l'empire s'est fissuré. Je ne le savais pas alors, pas totalement, mais c'était le tout début, le début de ma vengeance silencieuse. Ce n'était pas planifié. Pas à ce moment-là. Mais alors que j'étais assise là, complètement déconcertée, une froide résolution s'est installée au plus profond de moi. J'étais confuse, oui, mais aussi en colère. Profondément, profondément en colère. J'allais bientôt découvrir pourquoi. Les gens ont toujours pensé que j'étais né riche. Ils voyaient le nom Grant. Ils voyaient la réputation de la famille. Ils voyaient le mode de vie somptueux de mes parents. Ils voyaient la grande maison, les vêtements de marque, les frais de scolarité de l'école privée. Ils supposaient donc simplement que j'en faisais partie, que je vivais dans ce monde, que je respirais cet air, que j'avais moi-même ce genre d'argent. Mais la vérité est que je suis né en dessous des gens riches. Mes parents, Robert et Elaine Grant, vivaient de la fortune de mon grand-père comme des locataires qui ne payaient jamais de loyer. Ils étaient des squatteurs dans une cage dorée. Ils n'avaient aucune richesse réelle à eux. Aucun revenu réel au-delà de ce que grand-père Richard leur allouait. Chaque luxe, chaque extravagance, chaque chose qu'il possédait venait directement de lui. C'était toujours une représentation. Ma mère, avec ses cheveux parfaitement coiffés et ses postes dans des comités d'œuvres caritatives, orchestrait toujours des événements, organisait des fêtes, s'assurant que les bonnes personnes la voient. Mon père, avec son rire bruyant et son assurance, parlait toujours de contrats et d'investissements qui ne se concrétisaient jamais vraiment. Ils étaient des mondains professionnels. Leur travail à plein temps consistait à dépenser l'argent de grand-père et à maintenir l'illusion qu'il réussissait tout autant que lui. J'ai privé, week-end dans les hantons, dons de gala, œuvres d'art coûteuses, vêtements de marque, gastronomie, abonnement à des clubs exclusifs, tout cela. Chaque excès, absolument tout, portait son nom sur le chèque. Richard Grant, l'homme qui possédait tout, y compris, d'une certaine manière, mes parents. Il lui était entièrement redevable. Grand-père n'a jamais aimé les parasites. C'était un fait connu, une règle de vie pour lui. Il avait bâti son empire de ses propres mains, avec du courage, de l'impitoyabilité et une éthique de travail inégalée. Il respectait le travail acharné. Il admirait la réussite des autodidactes. Il aimait les bâtisseurs. Il aimait les gens qui créaient des choses, qui prenaient des risques, qui gagnaient leur vie par eux-mêmes. Mes parents étaient des profiteurs, et ils le savaient. Il l'a toléré pendant longtemps. Mais j'ai toujours senti sa désapprobation silencieuse, un mépris à peine contenu pour leur vie superficielle. Je me souviens d'une fois où j'étais beaucoup plus jeune, peut-être 10 ou 12 ans. J'étais assise dans son bureau. Heureusement, il travaillait comme toujours, même un dimanche. Je lisais juste un livre dans un coin, essayant d'être invisible. Il a levé les yeux de son bureau, son regard se posant soudainement sur moi. Il a dit, « Mila, si tu sais rester silencieuse assez longtemps, les coupables se trahiront d'eux-mêmes. » Il n'a pas développé. Il a juste dit cela, puis est retourné à ses documents. À l'époque, je pensais qu'il parlait de ses concurrents commerciaux. C'est de cela qu'il parlait d'ordinaire, le monde impitoyable des OPA et des stratégies de marché. Je pensais qu'il me donnait un conseil pour réussir dans le monde des affaires, sur l'art d'attendre que son adversaire commette une erreur. Maintenant,
je sais qu'il parlait de la famille. Il parlait de mes parents. Il parlait des gens qui étaient assis à cette table en faisant semblant d'être respectables, faisant semblant d'être aimants alors que secrètement, sous la surface, ils attendaient toujours leur prochaine occasion de prendre, de voler, de mentir, de trahir. Et j'allais bientôt découvrir à quel point cette trahison était profonde. J'allais apprendre que leur comédie n'était pas seulement pour le public, mais pour lui, et finalement pour leur propre cupidité. Ils étaient de bons acteurs grâce à des années de pratique. Ils avaient trompé presque tout le monde, mais pas grand-père, et finalement pas moi non plus. Je les ai observés. Je les ai écoutés et j'ai appris. J'ai appris à voir les fissures dans leur façade parfaite. Les sourires forcés, les rires creux. J'ai appris que dans notre famille, les apparences étaient tout, et que la vérité était un secret dangereux, caché sous des couches de mensonges soigneusement construits. Et j'allais devenir la personne qui allait retirer ces couches. Tout a commencé subtilement, comme la plupart des poisons, s'infiltrant lentement lorsque grand-père a annoncé nonchalamment, lors d'un de ses brunchs dominicaux guindés, qu'il offrirait à chacun de ses héritiers directs un appartement en cadeau d'anniversaire. Mes parents se sont transformés en acteurs du jour au lendemain. C'était presque comique, si cela n'avait pas été si totalement transparent. Soudain, ma mère s'est mise à cuisiner de vrais dîners faits maison. Pas souvent, peut-être une fois par semaine, mais c'était du jamais vu. Habituellement, elle faisait appel à des traiteurs où nous mangions à l'extérieur. La cuisine, qui n'était d'ordinaire qu'un espace d'exposition, a enfin servi à quelque chose. Elle apportait des plats chez grand-père, s'empressant autour de lui, s'enquérant de sa santé, de son emploi du temps, de ses préférences. Elle faisait cuire des biscuits, alors que je savais pertinemment qu'elle détestait cuisiner. Tout cela pour lui. Mon père, qui n'appelait habituellement grand-père que pour les grandes fêtes ou lorsqu'il avait besoin de quelque chose de précis, a commencé à téléphoner quotidiennement juste pour prendre des nouvelles, pour voir comment il allait. Il parlait de la bourse, des événements actuels, de tout ce qui pouvait le faire paraître impliqué et responsable. Il apportait à grand-père ses cigares préférés, sachant pertinemment que grand-père avait arrêté de fumer il y a des années. Mais c'est le geste qui compte, disait-il avec un clin d'œil. Les visites du dimanche qu'il n'avait pas faites depuis des années sont soudainement devenues régulières. Chaque dimanche, sans faute, il se rendait dans la vaste propriété de grand-père. Ma mère disposait des fleurs. Mon père parlait de ses œuvres de bienfaisance, qui consistaient principalement à assister à des dîners somptueux. Il m'emmenait aussi, me poussant à m'impliquer, à être présente, à être perçue comme la bonne petite fille qui aimait sa famille. Je les suivais, surtout par habitude, et en partie parce que je gardais encore une lueur d'espoir qu'un jour ils forment vraiment une famille, une vraie. Il pensait que la flatterie pouvait acheter le pardon. Il pensait que cette démonstration soudaine et manifeste d'affection et de piété filiale ferait oublier à grand-père toutes les années de négligence, toutes les fois où ils en avaient profité, toutes les façons dont ils avaient été une déception. Il pensait que cela l'inciterait à les voir d'un bon œil. Ce fut le cas pendant un temps. Grand-père, toujours pragmatique, voyait probablement clair en eux. Mais il s'est prêté au jeu. Il les a laissés le flatter. Il les a laissés faire semblant. Il a accepté les dîners, les appels, les visites. Il a écouté leurs histoires. Il a même souri parfois. Ce même sourire troublant et calculateur que j'avais vu ce soir. Puis l'argent de mon appartement a disparu. Je ne le savais pas alors, bien sûr, pas avant bien plus tard. Mais au moment même où grand-père a fait cette annonce, le compte à rebours a commencé. L'argent, une somme généreuse destinée à acheter un bel appartement dans un bon quartier de la ville pour chacun de ses petits-enfants, avait été alloué, et mes parents, y voyant une opportunité, sont passés à l'action. Je l'ai découvert des semaines plus tard. C'était purement par accident. J'étais chez mes parents, passant récupérer du courrier. Mon père avait laissé son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine, ce qui ne lui ressemblait pas. Il était généralement très secret au sujet de son ordinateur. Je l'ai regardé, sur le point de le fermer pour lui, quand j'ai vu l'objet d'un email. Il était à moitié ouvert. Confirmation de virement. 1,2 million de dollars, Grant Family Trust. Mon souffle s'est coupé. 1,2 million de dollars, Grant Family Trust. C'était le trust de mon grand-père. Et ce montant correspondait exactement au genre de somme allouée pour un achat important, comme par exemple un appartement à New York, un cadeau d'un milliardaire.
j'ai senti une froide terreur ramper le long de mon échine. Mes yeux ont parcouru le reste du texte visible et c'est là que je l'ai vu. Le destinataire, Mila Holdings LLC, enregistré sous mon nom. Mon esprit a vacillé. Mila Holdings LLC. Je n'en avais jamais entendu parler. Pas une seule fois. Je ne possédais pas d'entreprise. Je n'avais pas de participation. Je n'avais même pas de compte d'épargne spécial avec autant d'argent. Ma vie financière entière était simple. Mon petit compte courant, mon loyer, mes factures, mon modeste salaire de la galerie d'art où je travaillais. C'était complètement étranger. Tout le sang s'est retiré de mon visage. Une vague de froid m'a submergé. Ce n'était pas juste une erreur. C'était autre chose. Quelque chose de beaucoup plus sinistre. Ils n'avaient pas seulement pris l'argent. Ils l'avaient caché. Et ils avaient utilisé mon nom pour le faire. Un sentiment de nausée me tordait l'estomac. L'appartement dont grand-père avait parlé, celui dont je ne savais rien. Ce devait être cela. L'argent qui m'était destiné. Volé et dissimulé. Enregistré sous mon nom. L'audace pure de la chose. La trahison. Cela m'a frappé comme un coup physique. Ils n'avaient pas seulement volé de l'argent à grand-père. Ils m'avaient volé, moi. Ils avaient pris mon héritage, mon avenir, et ils avaient ensuite eu le culot de mettre mon nom sur la scène du crime. Chaque document lié à moi. C'est ce qui a noué mon estomac en un nœud dur et froid. Il n'y avait pas que cet email. Dès que j'ai commencé à chercher, dès que j'ai creusé plus profondément, poussé par un sentiment croissant de panique et d'indignation, j'en ai trouvé d'autres. Tellement plus. Il y avait une signature. Ma signature, numérisée et apposée sur des documents d'apparence officielle. Mais ce n'était pas la mienne. C'était une contrefaçon. Très réussie, je devais l'admettre. Mais ce n'était pas de ma main. Je connaissais ma propre écriture, ses boucles subtiles et ses angles. C'était proche, mais juste un peu différent. Une copie, pas un original. Ensuite, il y avait un compte bancaire, un tout nouveau compte. Ouvert en utilisant mon numéro de sécurité sociale, mes données personnelles, ma date de naissance. Tout correspondait parfaitement à mon identité. Mila Grant, l'innocente petite fille. Sauf que je n'avais jamais mis les pieds dans cette banque. Il n'avait jamais signé ces formulaires. Je n'avais jamais autorisé ce compte. Tout était méticuleusement orchestré, une piste de documents qui menait directement à moi. Si quelqu'un, en particulier un auditeur du trust de grand-père, cherchait un jour à savoir où étaient passés ces 1,2 million de dollars, il verrait une piste claire et indéniable menant tout droit à Mila Grant. On me verrait comme la propriétaire de ma Holdings LLC. On me verrait comme la personne ayant reçu le virement bancaire. On me verrait comme la voleuse. Mes parents n'avaient pas seulement volé. Ils n'avaient pas simplement pris ce qui m'était destiné. Ils s'étaient préparés à me faire porter le chapeau. Ils avaient construit une forteresse de mensonges et y avaient inscrit mon nom sur la porte d'entrée, assortie d'une cible géante. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup physique, me laissant essoufflé et prise de vertige. C'étaient mes parents, ma famille, et ils étaient prêts à me sacrifier, à détruire ma réputation, mon avenir, ma liberté même, pour couvrir leur propre cupidité. J'aurais pu hurler. L'envie était si forte que c'en était presque insoutenable, faire irruption dans leur salon, agiter l'ordinateur portable sous le nez de mon père, les confronter aux preuves, exiger des réponses, voir leur visage se décomposer, les forcer à avouer. Je voulais crier, pleurer, libérer toutes ces années passées à me sentir relégué au second plan, ignoré, utilisé. J'aurais pu supplier grand-père de me croire, lui dire la vérité, lui montrer les faux documents, plaider ma cause, exposer la trahison de mes parents immédiatement. Mon cœur battait à tout rompre, réclamant justice, réclamation. Mais une petite voix froide, étrangement calme, a murmuré au fond de mon esprit. C'était la voix de grand-père. Si tu sais rester silencieuse assez longtemps, les coupables se trahiront d'eux-mêmes. Et une autre de ces maximes, qu'il me répétait souvent lorsqu'il pensait que je l'écoutais ou lorsqu'il réfléchissait simplement à voix haute, ne gaspille jamais ton pouvoir dans le bruit. Le bruit, les cris, les hurlements, la confrontation. Ce serait peut-être satisfaisant sur le moment, mais après ? Ils nieraient tout. Ils inventeraient un contre-récit.
Ils essaieraient de me discréditer. Ils sèmeraient le doute dans l'esprit de grand-père. Cela deviendrait une querelle de famille publique et sordide. Et je serais traîné dans la boue, exactement comme il l'avait prévu. Ma rage, ma douleur, mon sentiment de trahison. Si je les laissais exploser, cela ne servirait qu'à brouiller les pistes et à leur donner une chance de s'échapper. Non, il ne s'agissait pas de bruit. Il s'agissait de quelque chose de bien plus grand, de plus froid, de stratégique. J'ai décidé de les laisser creuser leur propre tombe. Je n'aurais pas besoin de les pousser. Ils le faisaient déjà tout seuls. J'allais simplement dessiner la carte. J'allais rassembler chaque pelle, chaque poignée de terre, chaque mesure de leur tromperie. Et le moment venu, je remettrais la carte à la seule personne qui importait, mon grand-père, et il verrait exactement là où il s'était enterré. Cette prise de conscience s'est installée en moi, à la fois terrifiante et libératrice. Le sentiment de victimisation que je ressentais, la blessure profonde et le manque d'attention affective se mêlaient désormais à une résolution silencieuse et brûlante. Il me croyait faible. Il me croyait naïve. Il me croyait une proie facile. Il pensait que je me tairais par peur. Il se trompait. Mon silence allait être ma plus grande arme, mon immobilité, ma plus grande force. Ils m'avaient sous-estimé. Et ils allaient en payer le prix. Non pas par un cri, mais par une frappe précise et calculée. La première chose que j'ai faite a été d'effacer l'historique de navigation sur l'ordinateur portable de mon père. J'ai fermé l'email. J'ai tout remis exactement à sa place. Aucune trace, aucun signe de ma présence, aucun indice montrant que j'avais vu quoi que ce soit, ni que je détenais désormais leur sombre secret. C'était difficile. Mes mains tremblaient, mon cœur martelait ma poitrine. Mais je l'ai fait. Je me suis forcé à rester calme. Ensuite, j'ai commencé à agir discrètement, délibérément. Ma première étape a été de rencontrer l'avocat de mon grand-père. Il s'appelait Monsieur Albright. C'était un homme âgé et distingué aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants, qui travaillait pour la famille Grande depuis des décennies. Il s'occupait de toutes les affaires juridiques complexes de grand-père, les fiducies, les testaments, les transactions commerciales. J'ai appelé son bureau, feignant une curiosité fortuite. Monsieur Albright, ai-je dit, ma voix soigneusement posée pour paraître curieuse et non accusatrice, j'ai beaucoup réfléchi à l'avenir de la famille. Et je me suis rendu compte que je ne comprenais pas vraiment comment fonctionnent les lois sur les successions ni comment les fiducies sont structurées. Est-ce que cela vous dérangerait de me donner un jour un bref aperçu, juste pour que je sois plus informé? Il a semblé ravi. Mila, ma chère, bien sûr. C'est merveilleux que tu t'y intéresses. La plupart des jeunes attendent simplement que l'argent leur tombe dans les bras. Passe la semaine prochaine. Nous prendrons un café et je t'expliquerai les bases. Au cours de plusieurs rendez-vous, sous prétexte de vouloir comprendre le droit des successions, Monsieur Albright m'a enseigné bien plus que de simples bases. Il m'a appris le fonctionnement des trusts, les couches complexes de protection, les rôles des exécuteurs et des bénéficiaires. Il m'a expliqué comment les actifs étaient gérés, comment les distributions étaient effectuées. Surtout, il m'a expliqué comment les pistes de fraude laissent des empreintes numériques qui ne s'effacent jamais. Il m'a parlé des registres d'audit, des adresses IP, des historiques de transactions, des métadonnées. Il m'a décrit comment chaque action numérique laisse une trace, une marque indélébile qui peut être suivie, retracée et exposée. J'ai écouté chaque mot. J'ai pris d'abondantes notes. J'ai posé des questions intelligentes. J'ai tout absorbé comme une éponge. J'ai appris le langage de la finance et de la loi. Ce langage même que mes parents avaient tenté d'utiliser pour masquer leurs délits. Chaque information devenait un outil supplémentaire dans mon arsenal. La nuit, quand mes parents dormaient, quand la maison était calme, je retournais sur l'ordinateur de mon père. Je ne me contentais pas de regarder l'email. J'ai tout copié, chaque fichier, chaque email suspect que je pouvais trouver, chaque document falsifié. J'ai utilisé un disque dur externe sécurisé, en veillant à ne laisser aucune trace numérique de ma propre présence. C'était un travail angoissant, j'avais l'impression d'être une espionne dans ma propre maison, mais la rage et la froide détermination me permettaient de tenir. J'avais besoin de preuves irréfutables et incontestables. J'ai également rencontré l'auditeur interne de mon grand-père. Il s'appelait Monsieur Chen, un homme discret aux cheveux gris et au regard aiguisé qui semblait tout voir.
Il connaissait grand-père depuis l'époque d'avant la naissance de mes parents. Il était le pilier silencieux de l'Empire Grant, celui qui gardait les comptes propres et honnêtes, ou qui du moins informait grand-père de toute anomalie. Je l'ai abordé sous le même prétexte de vouloir apprendre. Je lui ai dit que j'envisageais de suivre des cours de finance, que j'essayais de comprendre comment une grande entreprise était auditée, comment on assurait l'intégrité financière. C'était un enseignant patient. Ensemble, de manière subtile d'abord, puis plus directement dès que j'ai commencé à glisser des questions soigneusement formulées, nous avons retracé chaque dollar manquant. Monsieur Chen, grâce à son accès au registre du trust, et moi, avec mes fichiers volés sur l'ordinateur de mon père, avons reconstitué le puzzle. Nous avons suivi le virement bancaire. Nous avons trouvé l'entreprise fantôme, Nila Holdings LLC. Nous avons suivi les fonds tandis qu'ils se déplaçaient, non pas vers un appartement, mais vers des comptes qui menaient finalement aux sociétés écrans de mes parents. Dissimulés sous forme d'investissements divers ou de dépenses professionnelles, c'était un réseau complexe, mais pour Monsieur Chen, c'était un terrain familier. Il était passé maître dans l'art de démêler la tromperie. Il m'a expliqué les strates de dissimulation, les fausses factures, les dépenses fabriquées conçues pour faire disparaître l'argent dans leur poche. Il m'a montré comment ils avaient utilisé mon numéro de sécurité sociale pour créer l'illusion d'une propriété légitime, faisant croire que c'était moi qui dirigeais les fonds. C'était un stratagème sophistiqué, conçu non seulement pour voler, mais aussi pour faire retomber la faute sur moi. Lorsque la piste a enfin été prête, quand chaque élément de preuve a été méticuleusement documenté, recoupé et rendu incontestable, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme, une force froide et tranquille. C'était comme assembler un puzzle géant et complexe. Et maintenant, toutes les pièces étaient parfaitement alignées. Le tableau était clair, et il montrait mes parents pris la main dans le sac. Je ne me suis pas précipité. Je connaissais le sens du timing de mon grand-père. Il aimait que les choses soient bien faites. Il aimait les certitudes, et je connaissais l'impact de l'attente. Plus j'attendais, plus leur faux sentiment de sécurité grandissait. Plus ils creusaient profondément leur propre trou. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application calendrier. J'ai cherché la date exacte d'un an plus tard. Mon prochain anniversaire. J'ai programmé un rappel. Une seule note toute simple, demander des nouvelles de l'appartement. Ce fut une attente d'un an. Un an à garder ce secret monumental. Un an à regarder mes parents continuer leur comédie, inconscients de la tempête qui s'accumulait autour d'eux. Un an à perfectionner mon propre jeu silencieux. Je souriais. Je hochais la tête. J'agissais comme si de rien n'était. Et pendant tout ce temps, j'attendais ce moment précis, le moment de vérité, le moment de la question de grand-père et de ma réponse. Mon dîner d'anniversaire suivant semblait identique. C'était presque irréel. Une réplique parfaite de l'année précédente. La même longue table en acajou poli, les mêmes verres en cristal étincelant, le même vin cher. Mes parents avaient insisté pour l'organiser à nouveau chez eux. Un grand geste pour montrer à grand-père à quel point il tenait aux traditions familiales. L'atmosphère était lourde de l'odeur de canard rôti et d'hypocrisie. L'année avait été longue, une année à retenir mon souffle, à jouer un rôle. J'avais assisté aux réunions de famille, souri aux compliments creux de ma mère et écouté les vantardises vides de mon père. J'avais joué le rôle de la fille sage, légèrement distante, qu'ils avaient toujours connue. Pendant tout ce temps, le dossier de preuves reposait dans un coffre-fort inifugé dans mon petit appartement de Brooklyn, tel un géant endormi attendant son heure pour se réveiller. Mes parents étaient plus détendus que je ne les avais jamais vus. L'année s'était écoulée sans incident. L'argent était blanchi en toute sécurité via leurs divers comptes écrans. Grand-père n'avait plus jamais évoqué l'appartement. Pour eux, le danger était écarté. Ils croyaient s'en être sortis impunément. Leur soulagement les rendait imprudents. Ils riaient trop fort, leur voix résonnant dans la grande salle à manger. Ma mère, drapée dans une nouvelle robe en soie qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel, ne cessait de toucher le bras de grand-père. Son rire était un son aigu et artificiel. Elle racontait les mêmes vieilles histoires, recyclant des anecdotes de ces événements caritatifs, les présentant comme si elles revêtaient une importance planétaire. Mon père était dans son élément. Il s'est levé, un verre à la main, le visage rougi par le vin et l'autosatisfaction. Un toast, a-t-il annoncé d'une voix tonitruante. À la famille, à notre héritage,
et à ma merveilleuse fille, Mila, pour son 27e anniversaire. Puisse-t-elle continuer à faire la fierté du non-grant. Je le regardais par-dessus le bord de mon verre. L'ironie était si lourde que je pouvais presque la savourer. Il portait un toast à un héritage qu'il sapait activement, à une famille qu'il avait trahi et à une fille qu'il avait piégée. J'ai levé mon verre et lui ai adressé un petit sourire poli. Le sourire d'un agneau, pensait-il, et non le sourire du loup qui attendait patiemment. Je pouvais sentir le regard de grand-père Richard posé sur moi depuis l'autre bout de la table. Tout au long du dîner, il était resté silencieux, observateur, sa présence pesant silencieusement dans la pièce. Il observait le spectacle de mes parents avec un amusement détaché, tel un roi regardant des bouffons de cour. Mais ses yeux revenaient constamment vers moi. Il attendait, lui aussi. Je le savais. Il avait posé cette question un an auparavant pour une bonne raison. Ce n'était pas une question anodine. C'était une graine qu'il avait plantée, et il était maintenant là pour voir ce qui en avait poussé. Le repas s'éternisait. Le dessert a été servi, un gâteau au chocolat décadent avec mon nom écrit en glaçage doré. Tout le monde a chanté joyeux anniversaire. Ma mère a applaudi avec enthousiasme, un peu trop d'enthousiasme. Mon père m'a offert une petite boîte joliment emballée. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en diamant. Un cadeau de culpabilité, ai-je pensé. Une jolie chaîne pour faire diversion face aux chaînes invisibles qu'ils avaient tenté de me faire porter. Merci, ai-je dit d'une voix calme. Il est magnifique. J'ai laissé ma mère l'attacher autour de mon cou. Il me paraissait froid sur la peau. Et puis, juste au moment où l'on débarrassait les assiettes, le moment est arrivé. Cela s'est passé exactement comme la fois précédente. Grand-père Richard s'est penché en avant, faisant tourner un verre de whisky dans sa main. La lumière du lustre accrochait le liquide ambré, le faisant briller. Il a attendu que les bruits de conversation s'éteignent, son silence exigeant l'attention de toute la pièce. Ses yeux ont trouvé les miens. Ce même sourire, mince et calculateur, a effleuré ses lèvres. « Mila » a-t-il dit, sa voix calme et claire tranchant la torpeur confortable de la fin de repas. « Est-ce que l'appartement est confortable ?» Sensation de déjà-vu. Exactement les mêmes mots, exactement le même ton. Un an de préparation, un an d'attente, un an à garder ce secret brûlant enfoui en moi. Et tout se résumait à cet unique instant de silence. J'ai souri poliment. Un miroir parfait de la confusion innocente que j'avais ressentie l'année précédente. Sauf que cette fois, c'était un masque. Quel appartement, ai-je demandé. Des fourchettes ont heurté les assiettes. Le bruit a été sec, violent dans le silence de mort soudain. L'expression joviale de mon père s'est effondrée. Tout le sang a déserté son visage, le laissant pâle et vieilli. La main de ma mère, qui reposait sur la table, s'est portée à sa gorge dans un geste de panique purement instinctif. « Oh, Richard, ne sois pas ridicule », a-t-elle dit rapidement, la voix un peu trop aiguë, un peu trop enjouée. Elle a forcé un rire qui ressemblait à du verre brisé. Nous en avons parlé. Nous avons décidé d'investir cet argent pour elle, dans un fonds fiduciaire, quelque chose de plus stable pour son avenir. Nous allions le lui dire ce soir, n'est-ce pas, Robert ? Elle a jeté un regard désespéré, implorant, à mon père. Il a hoché la tête bêtement, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Oui, un trust, une surprise. Pour son avenir, il pataugeait, improvisant un nouveau mensonge à la hâte. C'était pathétique. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Le sourire de grand-père est resté figé. Il ne leur a même pas jeté un regard. Ses yeux, froids et durs comme des éclats de glace, restaient fixés sur les miens. Il me laissait la parole. Il me laissait le contrôle du récit. Il a répété la question qui avait tout déclenché. La question qui allait maintenant tout arrêter pour eux. Alors, où, a-t-il demandé doucement, est passé l'argent ? C'était mon signal. Lentement, délibérément, je me suis penché pour prendre la mallette en cuir que j'avais posée à côté de ma chaise. Mes mouvements étaient calmes et mesurés. Tous les regards de la pièce étaient rivés sur moi. J'ai déverrouillé les fermoirs. Le clic a résonné de façon anormalement forte dans le silence de la pièce. À l'intérieur se trouvait un unique dossier en carton Kraft bien épais. Je me suis levé, j'ai fait quelques pas jusqu'au bout de la table et j'ai déposé le dossier à côté de son assiette.
Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai juste posé là. À l'intérieur se trouvaient les preuves. Chaque document falsifié, chaque email copié, chaque relevé bancaire, chaque enregistrement de transaction, la carte complète et indéniable de leur vol, de leurs mensonges et de leur trahison. Chaque centime volé était comptabilisé. Je suis retourné à ma place. Je me suis assise. J'ai croisé les mains sur mes genoux, et j'ai attendu. La comédie était terminée. La vérité s'apprêtait à entrer en scène. Grand-père Richard n'a pas ouvert le dossier immédiatement. Il l'a laissé poser là, telle une bombe silencieuse sur la table entre nous. Il a bu une lente gorgée de son whisky, ses yeux parcourant les visages terrifiés de mes parents. C'était un maître de l'attention, capable de laisser le silence faire tout le travail. Ma mère tremblait visiblement, son maquillage soigneusement appliqué s'avérant incapable de masquer la panique absolue dans son regard. Mon père ressemblait à un homme qui venait de voir un fantôme. Son assurance s'était complètement évanouie, remplacée par une peur brute, viscérale. Enfin, avec une lenteur calculée qui sembla durer une éternité, grand-père a ouvert le dossier. Il a tourné les pages une à une. Son expression était totalement indéchiffrable. Il n'y avait aucun sursaut de choc, aucun éclat de colère, juste une concentration froide et méthodique tandis qu'il assimilait les informations. Il a examiné la signature falsifiée sur les documents de constitution de Ma Holdings LLC. Il a tracé la confirmation de virement du trust de la famille Grant. Il a suivi le chemin labyrinthique de l'argent détaillé dans les rapports d'audit clairs et concis de Monsieur Chen. Le seul bruit dans la pièce était le doux froissement du papier. Mes parents n'ont pas pu supporter le silence. Ils ont craqué. Richard, c'est un malentendu, a commencé mon père d'une voix chevrotante. Mila ne comprend rien à ces choses-là. C'est de la planification financière complexe. Nous protégions ses actifs. C'est un mensonge, est intervenue ma mère, la voix montant dans les aigus. Quelqu'un a dû nous piéger. Peut-être elle. Elle a toujours été difficile, ingrate. Elle a probablement fait ça elle-même pour obtenir plus d'argent de ta part. Leurs voix se chevauchaient. Une symphonie désespérée et chaotique d'excuses, de démentis et de fausses confusions. Ils lançaient des accusations. Ils plaidaient l'ignorance. Ils tentaient de détourner l'histoire pour me faire passer pour la méchante, la petite fille avide et manipulatrice. Ils jetaient tout ce qu'ils pouvaient contre le mur, espérant que quelque chose finirait par coller. Grand-père a levé la main. Il n'a pas haussé le ton. Il ne les a même pas regardés. Il a simplement levé la main, et la pièce s'est instantanément tue. Le pouvoir qu'il exerçait était absolu. Il a terminé la dernière page et a refermé le dossier dans un bruit sourd et étouffé. Il a posé ses mains dessus, les doigts joints. Puis il les a enfin regardés. Ses yeux n'étaient pas en colère. Ils étaient pires. Ils étaient remplis d'une déception profonde, glaciale. Le regard qu'un homme pose sur un objet dont il a décidé qu'il n'avait plus la moindre valeur. Vous avez utilisé le nom de ma petite fille pour me voler, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. C'était un constat, un verdict. Sa voix était basse, mais elle portait le poids d'une sentence de mort. Il a ensuite tourné son regard vers moi. L'intensité de son attention était troublante, mais j'y ai fait face sans ciller. Je m'étais préparé à ce moment pendant une année entière. Je ne détournerai pas le regard. Savais-tu, m'a-t-il demandé, la voix plus douce désormais, mais exigeant toujours la vérité. Je lui ai donné la réponse simple et honnête. Je n'avais pas besoin d'épiloguer. Je n'avais pas besoin de me défendre. Le dossier avait parlé pour moi. Je l'ai découvert après, ai-je dit d'une voix ferme. Il a hoché la tête une fois. Un geste rapide, net. Une lueur de quelque chose. Était-ce de la fierté? Du respect a traversé ses yeux. Et tu as attendu, a-t-il dit plus pour lui-même que pour moi. Intelligent. Ce simple mot, intelligent, représentait plus de reconnaissance que je n'en avais reçu de sa part durant toute ma vie. C'était l'aveu que j'étais comme lui, que je comprenais la stratégie, que je comprenais le pouvoir. Il s'est tourné à nouveau vers mes parents, son expression étant désormais totalement glaciale. Il a appuyé sur un petit bouton discret sous la table. Un instant plus tard, deux grands hommes en costume sombre sont entrés dans la salle à manger, sa sécurité personnelle.
Ils se sont tenus près de la porte, silencieux et imposants. Mes parents les ont dévisagés, le visage figé par l'horreur et l'incrédulité. « Sortez-les de chez moi », a dit grand-père, la voix dénuée de toute émotion. Avec effet immédiat. Leurs comptes sont gelés. Leurs cartes de crédit sont annulées. Leur accès à toutes les propriétés grandes est révoqué. Il a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Ils partiront sans rien d'autre que les vêtements qu'ils ont sur le dos. Ma mère a laissé échapper un sanglot étouffé. Ce n'était pas un cri de remords. C'était un cri de perte, la perte de l'argent, du statut, d'une vie qu'elle n'avait pas gagnée et qu'elle ne pouvait plus conserver. Elle a commencé à supplier, ses mots s'échappant en un flot pathétique. « Richard, s'il te plaît, ne fais pas ça. C'est ton fils. Je suis ta famille. Pense à ce que les gens vont dire. » Mon père s'est élancé en avant, les mains agrippées au bord de la table. « Papa, s'il te plaît. C'était une erreur. Une erreur stupide. Nous pouvons rembourser. Ne nous fais pas ça. » Les agents de sécurité ont avancé, leur mouvement étant efficace et impersonnel. Ils ont pris chacun de mes parents par le bras. Ma mère pleurait. Mon père suppliait. Leur monde si soigneusement construit s'effondrait sous leurs yeux en temps réel, et ils ne pouvaient rien faire pour l'empêcher. Ils avaient bâti leur existence sur son argent, et en quelques mots à peine murmurés, il leur avait tout retiré. Pendant tout ce temps, je suis resté assis immobile. Mes mains étaient calmement posées sur mes genoux. Je ne les regardais pas. Je ne ressentais ni bouffée de triomphe ni pincement de pitié. Je me sentais simplement tranquille, vide, mais d'une manière propre et apaisante, comme une pièce qui avait enfin été débarrassée de son désordre. Je n'avais pas besoin de parler. Je n'avais pas besoin de jubiler, de pleurer ou de crier. La vérité faisait plus de bruit que je ne pourrais jamais en faire. Et dans le silence assourdissant qui a suivi leur expulsion, elle était la seule chose qui restait dans la pièce. Le silence qui a envahi la salle à manger après leur départ était lourd mais sain. L'odeur persistante des plats raffinés se mêlait à la faible odeur métallique de la justice. Les agents de sécurité s'étaient montrés efficaces. Leurs gestes, habituels et rapides, ne laissaient aucune place à d'autres discussions. Le son des gémissements de ma mère s'était estompé le long du grand couloir avant de disparaître complètement lorsque la porte d'entrée s'est refermée dans un claquement sec et définitif. Grand-père Richard restait assis au bout de la table, sa posture inchangée. Il a fixé les portes fermées de la salle à manger pendant un long moment, son expression restant indéchiffrable. J'attendais, mes mains toujours croisées sur mes genoux, mon cœur battant sur un rythme lent et régulier. La tempête était passée, et je me trouvais en son centre, étrangement calme. Finalement, et turned dit attention back to me. Il a ramassé le dossier de preuves, le tenant dans sa main comme pour en soupeser le poids. Ils t'ont sous-estimé, a-t-il dit. Ce n'était pas un compliment. C'était une observation. Ils ont vu une fille tranquille, pas une femme patiente. Il s'est levé. Viens avec moi, Mila. Je l'ai suivi hors de la salle à manger, le long du couloir au sol en marbre, et jusque dans son bureau. C'était une pièce qui m'avait toujours un peu intimidé. C'était un espace d'un pouvoir immense, bordé de bibliothèques du sol au plafond, rempli d'ouvrages reliés en cuir sur le droit, l'histoire et la finance. Un grand bureau imposant trônait au centre de la pièce. Ce même bureau où il avait bâti son empire, un coup de téléphone, une signature à la fois. L'air sentait le vieux papier, le cuir, et son odeur familière et subtile de cèdre et de whisky. Il s'est approché d'un coffre-fort massif dissimulé derrière un tableau représentant une mer déchaînée. Il a fait tourner le cadran d'une main experte, les cliquetis résonnant dans la pièce silencieuse. La lourde porte d'acier s'est ouverte. De l'intérieur, et pulled out a new folder. Il était épais, relié en cuir bleu foncé, contrairement au simple dossier Kraft que je lui avais donné. Il est revenu vers son bureau et a posé le dossier devant la chaise où il voulait que je m'assoie. Je me suis assise, les yeux fixés sur la couverture. Embossés en lettres d'or figuraient les mots « Grant Family Trust, exécutrice principale, Mila Grant ». Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. J'ai contemplé ces mots, incapable de les assimiler pleinement. Exécutrice principale. C'était le poste le plus puissant au sein de la structure familiale. Cela signifiait le contrôle. Cela signifiait l'autorité.
cela signifiait être celle qui gérait l'intégralité de la fortune Grant, qui supervisait tous ses actifs, qui prenait les décisions qui façonneraient son avenir. C'était un poste que mon père avait convoité toute sa vie, un poste dont il avait toujours supposé qu'il lui reviendrait un jour. Grand-père s'est assis en face de moi, s'adossant à son grand fauteuil en cuir. Il m'a observé, son regard étant intense. « Tu ne t'es pas défendu par le bruit, » a-t-il dit, la voix basse et sérieuse. « Tu n'es pas venu me voir avec des larmes ou des accusations. Tu es venu avec des faits. Tu les as laissés s'autodétruire. C'est ainsi que l'on protège un héritage. Pas avec de l'émotion, mais avec de l'intelligence. » Il a ouvert le dossier à la dernière page, où une série de lignes de signature l'attendait. Il a pris sur son bureau un lourd stylo plume à plume d'or, a dévissé le capuchon et a signé son nom d'un trait ferme et décisif. Puis il a poussé le dossier et le stylo vers moi de l'autre côté du bureau. « Leurs noms ont été retirés », a-t-il dit simplement. « Le tien seul demeure. » Mes yeux sont passés de son regard d'acier à la ligne de signature qui m'attendait. C'était bien plus qu'un simple héritage. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de pouvoir. C'était une question de reconnaissance. De respect. Pendant 27 ans, je m'étais senti invisible pour cet homme, comme un personnage secondaire dans la grande histoire de sa vie. Mais à ce moment précis, j'ai réalisé qu'il m'avait observé depuis le début. Il avait attendu de voir si j'étais comme eux, un parasite, ou si j'étais comme lui, un bâtisseur. Mon année de préparation silencieuse avait été le test, et je l'avais réussi. Ma hantise s'est dissipée et ma main était ferme lorsque j'ai saisi le stylo. Le métal était frais contre mes doigts. J'ai signé mon nom, Mila Grant, sur la ligne. L'encre était d'un noir permanent et profond. C'était fait. Grand-père a hoché la tête. Un sourire sincère, rare, a effleuré ses lèvres. Il était discret, mais il atteignait ses yeux et transfigurait tout son visage. Il s'est levé et s'est dirigé vers un petit bar dans un coin du bureau. Il a sorti 2 verres en cristal et une bouteille de vin, un millésime que j'ai reconnu comme l'un de ses biens les plus précieux, réservé aux grandes occasions. Il a versé 2 verres et est revenu sur ses pas pour m'en tendre un. Il a levé son verre, le vin rouge profond captant la lumière. « Joyeux anniversaire, Nila » a-t-il dit doucement. Je l'ai regardé, lui, l'homme qui m'avait toujours semblé être une montagne lointaine et intimidante, et pour la première fois, j'ai eu l'impression de me tenir au sommet avec lui, de voir le monde de son point de vue. Pour la première fois de ma vie, j'ai cru en ses paroles. Ce n'était pas juste une formule de politesse. C'était un accueil. C'était une onction. J'ai levé mon verre à la rencontre du sien. « Merci, grand-père » ai-je dit. Et pour la première fois, le mot famille ne sonnait pas comme un mensonge. Depuis mon nouvel appartement, la ville de Manhattan s'étendait sous mes pieds comme un tapis de diamants étincelants. La vue était à couper le souffle, un rappel scintillant et constant de la façon dont ma vie avait changé. C'était cet appartement, ou plutôt l'appartement qui aurait dû exister, qui avait tout déclenché. À présent, j'en possédais un bien plus grandiose que tout ce que mes parents auraient pu me voler. Un cadeau de grand-père. Un endroit qui, disait-il, était digne de la nouvelle dirigeante de la famille. Pendant les soirées calmes, je m'asseyais souvent près des fenêtres du sol au plafond, un verre de thé à la main, et je repensais à tout ce qui m'avait mené ici. Les souvenirs étaient encore vifs, les sentiments encore à vif, mais ils n'avaient plus le pouvoir de me blesser. Ils n'étaient plus que des faits, des points de données sur le graphique long et sinueux de mon existence. Je pensais à mes parents. Je pensais à la façon dont ils prêchaient la loyauté familiale à chaque dîner de fête, à la façon dont ils parlaient d'héritage et d'honneur, tout cela en volant en secret. Ils avaient bâti leur existence entière sur des fondations de mensonges, une comédie pour un public d'une seule personne, grand-père. Ils croyaient que s'ils parvenaient à maintenir l'apparence de la dévotion, ils s'en sortiraient à chaque fois. Leur plus grande erreur a été de penser que l'apparence suffisait, que le fond n'avait pas d'importance. Surtout, je pensais à la façon dont ils m'avaient sous-estimé. Pour eux, j'étais toujours juste la fille discrète, l'artiste, celle qui ne s'intéressait pas à leur monde de gala et de commérage. Ils voyaient ma discrétion comme un manque d'ambition, mon introversion comme un signe de faiblesse. Ils n'avaient jamais imaginé que pendant qu'ils faisaient du bruit, j'écoutais. Pendant qu'ils jouaient la comédie, j'observais. Ils croyaient que la patience était une faiblesse, un état d'être passif.
Ils pensaient que j'accepterais simplement mon sort, que je serais trop effrayé ou trop inapte pour me défendre. Ils se trompaient. La patience n'est pas une faiblesse. Je l'ai appris de grand-père, et je l'ai appris de ma propre année d'attente silencieuse. La patience et précision. C'est l'art d'attendre le moment parfait pour agir, de rassembler ses forces tandis que l'adversaire épuise les siennes. C'est l'immobilité délibérée et calculée d'un prédateur avant d'attaquer. Mes parents n'étaient qu'agitation frénétique et bruyante. J'étais l'immobilité, et en fin de compte, l'immobilité l'a emporté. Le silence n'est pas une reddition. C'est une stratégie. Mon silence les a rendus fous. Après la confrontation, ils ont dû rejouer chaque conversation de l'année passée, chaque repas, chaque appel téléphonique, cherchant un signe montrant que je savais. Ils n'ont rien trouvé. Mon silence était un bouclier qui protégeait mon plan. Et c'était une arme qui a permis à leur culpabilité de s'envenimer, à leur paranoïa de grandir, jusqu'au moment où grand-père a posé sa question et où toute la structure pourrie s'est effondrée. Si j'avais crié, si j'avais pleuré, si je les avais confrontés immédiatement, je leur aurais donné de quoi se battre. Je leur aurais donné un ennemi. À la place, je ne leur ai rien donné. Je leur ai offert le silence. Et dans ce vide, ils se sont trahis et se sont détruits eux-mêmes. Tout comme la vérité. J'ai appris que la vérité, lorsqu'elle éclate enfin, fait plus de bruit que n'importe quel cri. Je n'ai pas eu à élever la voix. Je n'ai pas eu à plaider ma cause. J'ai simplement présenté les faits. Le dossier posé sur la table était plus puissant que n'importe quel emportement émotionnel que j'aurais pu manifester. C'était froid. C'était dur. Et c'était incontestable. Il parlait de lui-même, et sa voix était absolue. Vivre dans cet appartement, gérer le trust, parler avec grand-père presque tous les jours d'affaires, de stratégie et d'avenir. C'était une nouvelle vie. Une vie construite non pas sur les apparences, mais sur l'intégrité. Une vie où ma nature discrète était vue non pas comme un défaut, mais comme une force. Je n'ai pas changé qui j'étais. Je ne suis pas devenue bruyante, agressive ou impitoyable. J'ai simplement appris à me servir des outils que je possédais déjà. Ma patience, mon sens de l'observation, ma capacité à rester calme sous la pression. J'ai appris que le vrai pouvoir ne consiste pas à être la personne la plus bruyante de la pièce. Il consiste à être la mieux préparée. Il s'agit de savoir que parfois, l'action la plus puissante que l'on puisse faire est de ne rien faire du tout, jusqu'à ce que le moment parfait se présente. 1 an plus tard, nous étions à un autre dîner de famille. Cette fois, c'était dans la propriété de grand-père. La longue table en acajou était dressée, mais les visages autour d'elle étaient différents. Mes parents n'étaient plus là. Leur présence était un fantôme que personne n'osait évoquer. À leur place se trouvaient des partenaires d'affaires, des conseillers de confiance comme M. Albright et M. Chen, et quelques cousins éloignés qui avaient prouvé leur valeur par le travail, et non par des paroles creuses. L'atmosphère n'était ni bruyante ni superficielle. Elle était calme, respectueuse et authentique. À la fin du repas, grand-père Richard s'est levé. Il a levé son verre et a souri à nouveau. Ce n'était pas le sourire calculateur d'il y a 2 ans. C'était le sourire sincère qu'il m'avait adressé dans son bureau, celui qui éclairait son regard. Amila, a-t-il dit, sa voix claire et forte, vibrante de fierté, qui a prouvé que le sang peut mentir, mais que l'intégrité ne ment pas. Tout le monde autour de la table a levé son verre et applaudi doucement. Leur regard vers moi était empreint de respect. Je n'étais plus simplement la discrète petite fille. J'étais la directrice du trust. J'étais l'avenir de la famille. J'ai souri en retour à grand-père, non pas par fierté, mais par paix. Une paix profonde et bien ancrée que je n'avais encore jamais connue. Je n'ai pas détruit mes parents. Ils se sont détruits eux-mêmes par leur propre cupidité et leur tromperie. J'ai simplement allumé la lumière. Si vous avez déjà été trahi par les vôtres et avez choisi le calme plutôt que le chaos, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Parce que parfois, le silence n'est pas une capitulation.